Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais entamer une suite d'épisodes qui seront consacrés aux nouvelles perspectives à la Renaissance, l'ivresse de la conquête et 1492, la civilisation de la barbarie. C'est le titre. L'Amérique peut-elle se débarrasser de ces fantômes et exorciser les maux durables infligés par la colonisation? La vie au quotidien serait-elle ce qu'elle est sans cette pesante antériorité ce long cortège de vicissitudes séculaires? C'est vrai qu'il existe la contagion des idées, mais c'est un phénomène qui ne favorise ni les colonies et ex-colonies, ni les colonisés et ex-colonisés. La réalité conjoncturelle assez précaire impose déjà un combat inévitable dans lequel il est impératif de s'engager pour contrecarrer et détourner une dynamique conceptuelle transformatrice, une mythologie fonctionnelle ou une utopie agissante qui anime toute description des peuples américains, africains et des peuples colonisés en général. On aura toujours à combattre, du moins pendant longtemps, les contes, fables et mythes qui enveloppent l'histoire, la culture et la civilisation des indigènes d'Amérique autant que d'Afrique pour les déformer. De la maternelle à l'université, il faudra s'opposer au virus de l'interprétation occidentale traditionnelle qui s'est inventé sans cesse et de toutes pièces avec ses paramètres et ses canons spécifiques le monde outrancièrement déformé et déshumanisé des autochtones. Depuis la création de ces théories fallacieuses servant à justifier la colonisation et le génocide qu'elle a entraîné, l'Amérique n'a été qu'une immense forêt peuplée de sauvages, placée très bas dans l'échelle des êtres. Sans répit, l'anthropologie, la sémiotique et l'herméneutique poursuivent et assomment les habitants du nouveau continent, désarticulent davantage leur monde pour faire éclater sa cohérence et sa densité. C'est une combination de la pensée ou une contagion de l'esprit qui envahit le champ épistémologique pour conduire au vertige de l'outrance. Il n'y a pas de crise interprétative, le réductionnisme triomphe et règne sans contestation, ainsi d'inépuisables richesses culturelles sont-elles dévalorisées. Si la dépréciation des valeurs est à l'honneur, la diabolisation des êtres n'est qu'une suite logique de cette dynamique elle-même inévitable. Cette profusion du sens se trouve miraculeusement liée à la providence, cette même providence qui a permis et même imposé la conquête et l'asservissement de l'Amérique. Un exercice de dévalorisation continuelle s'exerce vis-à-vis des autochtones amérindiens. Ils visent avant tout à la réification de leur monde et de toute la culture qu'il contient. Du continent américain, la bande dessinée est en fait un milieu féerique irréel de prédilection où ont lieu des aventures les plus fantastiques, où s'organisent presque toujours des recherches, de véritables quêtes pour retrouver des cités perdues, des trésors fabuleux enfouis dans une nature hostile, sauvage et redoutable. On se rend sur ce continent inconnu pour s'engager dans de périlleuses aventures. Comme par hasard, l'histoire du continent s'initie à partir des expéditions de colons, dont la quête a été ennoblie et enjolivée à l'infini. La conquête de l'Amérique devient une mission sacro-sainte, un geste ou, si vous préférez, une geste de missionnaire dont l'unique but serait la conversion de tout un continent. Colomb ne voudrait que répandre la vraie foi et ne ferait que travailler pour faire éclater la gloire de Dieu. Cette manière de voir indulgente a été divulguée en 1992 par le Saint-Siège. Elle a eu le mérite de perpétuer la stratégie d'une vieille tradition ecclésiale. Ce que l'Église allait célébrer en cet anniversaire, ce n'était pas des événements historiques plus ou moins discutables, mais une réalité splendide et permanente qui ne peut être sous-estimée.
l'arrivée de la foi au continent et la diffusion du message évangélique. Les expéditions de colons, selon cette optique, n'ont été que l'illustration manifeste de la mission civilisatrice de l'Occident. La bande dessinée entreprend toujours un voyage en Amérique. Les héros inévitablement occidentaux et blancs s'attaquent toujours aux sectes d'Inca, d'Aztèques, de Mayas ou de Peaux-Rouges dont la cruauté subit un grossissement théâtral inouï. Le déséquilibre est patent dans ce monde. Plus les indigènes sont répulsifs, plus sont magnifiés les explorateurs blancs, religieux, dépositaires de valeurs chrétiennes et civilisatrices indiscutables. L'imaginaire européen ne constate que les ruines des sociétés annihilées, les vestiges des peuples vaincus, écrasés et colonisés. Il ne faut pas plus loin, voire dénoncer les causes profondes qui les auraient réduits à leur plus simple expression. En 1955, Claude Lévi-Strauss, dans Triste Topique, a relevé l'inclination du public, sa prédilection pour les platitudes et les banalités perçues comme des révélations remarquables. Au nom du sensationnalisme, on procède à un arrangement artificiel qui place d'un côté la jungle épaisse, impénétrable, l'habitat naturel des terribles coupeurs de tête, les fourmis rouges ou autres animaux féroces, et bien sûr, de l'autre, le héros européen, civilisateur, engagé dans un véritable rôle de porte-lumière. De Cœur Vaillant à Kim Devil de Spirou, à Tintin et à d'autres revues et magazines du même genre, on peut ajouter en plus de la bande dessinée, le cinéma aussi dans sa fascination pour l'Amérique. On a reproduit à plusieurs milliers d'exemplaires qu'un No Man's Land animé d'hommes, peut-on les appeler ainsi, très sauvages et seulement préoccupés à réduire la tête de leurs victimes au format d'une pomme ou à les tuer par des sarbacanes qui lancent des flèches empoisonnées au curare ou à les faire rôtir simplement. Bref, tous les éléments d'aventure exotique, forêt épaisse, mais surtout toute une faune épouvantable, l'anaconda, serpent gros comme un bœuf, qui mesure 30 mètres de long, le jaguar ou puma, fourmis rouges et poissons cannibales, la monstruosité n'en finit pas en Amérique et cela constitue de gigantesques et périlleux obstacles à la mission du héros civilisateur qui les surmonte même in extremis. Ici, on a bien le droit de s'interroger, perplexe. Est-ce un monde à rebours? Les monstres sont les plus horribles qui soient. Les hommes atteignent le sommet de la cruauté. Il est nécessaire d'envahir leur territoire, prendre l'or et les pierres précieuses, dont d'ailleurs ils ne connaissent pas la valeur. Mais surtout répandre la parole de Dieu, l'évangile salvateur. C'est même le ciel qui leur a imposé ces épreuves pour les purifier, pour les conduire au salut, pour atteindre le paradis céleste. Il faut d'ailleurs passer d'abord par l'enfer terrestre. Alors que l'on éprouve rarement une fascination admirative pour leur géniale construction, palais et pyramides d'or, leur société complexe et leur ordre social hiérarchisé, ils sont vaincus et conquis irrémédiablement. Et même aujourd'hui encore, l'Amérique centrale a très peu de motifs d'espérance, même après la décolonisation. D'ailleurs, l'une des plus grandes réalisations des ex-métropoles, c'est d'avoir réussi à soutirer presque autant d'argent des pays du tiers-monde que sous le régime colonial. On a dû changer de puissance tutrice et de sphère d'influence. Cela va de soi. Mais les rapports sont de nature inégale. Le déséquilibre et les clivages s'approfondissent. On ne perçoit pas de possibilité de rupture de l'impitoyable statu quo impérialiste. Des regards lucides peuvent éclairer et révéler certaines caractéristiques d'une stratégie séculaire qui consiste à minimiser le désastre de la colonisation, l'énorme génocide qu'elle a engendré. Il faut combattre les errances du présent
les dangereuses falsifications qui visent à gommer les périodes les plus honteuses de notre histoire. On peut offrir deux illustrations de taille auxquelles on réagit presque toujours avec beaucoup de complaisance. D'abord, Christophe Colomb a échoué à la Jamaïque au terme de son quatrième voyage. Il n'a échappé aux indigènes que grâce à sa connaissance astronomique. Il prédit aux indigènes que la Lune allait disparaître du ciel en réaction à leur conduite contre lui, que c'était la punition de Dieu, mais s'il promettait de l'approvisionner, qu'il allait prier pour que la Lune revint. C'était une nuit d'éclipse, l'astre disparaît. Les indigènes de peur et des fois se jettent aux pieds de l'amiral. Le prix d'intercéder en leur faveur. La lune revient, eh bien, on le couvre d'offrandes, de provisions et d'expressions de reconnaissance éternelle. Tintin, dans le Temple du Soleil, a aussi fait disparaître le disque solaire. Le Soleil, par un signe tangible, a montré qu'il ne souhaitait pas la mort des visiteurs. On ne peut rater les affinités de ces deux exemples ou situations, mais les différences non plus. Les deux protagonistes, l'un réel et l'autre fictif, ont eu comme adversaires des gens naïfs, crédules, qui n'ont pas hésité à leur conférer une divinité sur le champ. On ne saurait trop admirer l'astucieux amiral Colomb, par exemple, mais même s'il a trompé les autochtones, au moins c'était pour survivre. Tintin, en revanche, doit être pris dans une toute autre perspective. Sa ruse a servi à perpétuer la propagande anti-indigène qui faisait de tous les natifs d'Amérique les Amérindiens des abrutis, des imbéciles au sens pathologique. Ne les a-t-on pas liés au mongolisme? Cela suppose un certain type physique qui illustrerait les pseudo-tards de cette race amérindienne. Le déséquilibre mental doit être visible et observable. Il faut relever encore l'arbitraire schématisation des perspectives. D'un côté, on a une perspective de bonté, de générosité, d'héroïsme et de lucidité. De l'autre, une perspective de cruauté, de lâcheté, de sadisme et de névrose. Si le visage exprime les nombreuses obsessions des indigènes, leur permanence indique plutôt que c'est dans les cellules qu'il faut chercher un mal, surtout qui se reproduit d'une façon si prodigieuse et permanente, ne peut être qu'héréditaire. L'esprit humain peut créer des échafaudages interprétatifs ex nihilo, c'est-à-dire entretenir un phénomène de transmission ou de retransmission insécable qui ne s'arrête pas. Alors, l'histoire de l'Amérindien, déformée et reformée, est reproduite à des milliers d'exemplaires. Ce sont des représentations mentales, parlées, écrites et publiques qui pénètrent d'une manière univoque la psyché collective. Adultes et enfants assurent la diffusion par un mécanisme de reproduction fidèle. Que de petits changements surgissent ça et là, l'essentiel est sauf la quintessence du matraquage ou de l'intoxication demeure. Il y a des modes de vulgarisation infaillibles, mais on ne les construit que par un investissement massif et séculaire. Il faut des générations successives, des pays, des gouvernements, des sociétés déterminées, des enjeux de taille et une grande complicité internationale pour maintenir d'une façon permanente les dérives de l'histoire. La déformation de l'histoire est un droit, ou plutôt un privilège que s'octroient les vainqueurs. L'histoire n'est pas et ne saurait être une avenue ouverte au tourment de la relativité, ni aux contingences d'une marche aléatoire. Son déroulement est déterminé par les forces en présence, les jeux de l'interaction entre pays forts et pays faibles, entités d'inégale puissance, intervention, imposition et surtout la participation lumineuse ou délétère de certains individus. Donc, les bourrasques de l'histoire, engendrées par de soudaines accélérations et de puissants intérêts, broient tout sur leur passage pour autoriser les victoires sanglantes,
les conquêtes durables, les génocides indicibles et surtout l'imposition d'une aliénation quasi permanente. Dans ce contexte, 1492 devient une date charnière d'importance fondamentale où s'initie, où est lancé un projet à incidence planétaire, notamment l'édification d'un ordre mondial multipolaire, la consécration d'un cartel de puissance coloniale avec, bien entendu, l'Espagne et le Portugal qui reçoivent les butins léonins et ensuite la France et l'Angleterre qui devront prendre la relève. Alors, ce texte, projet pluridisciplinaire, a été conçu et réalisé grâce aux efforts de certains chercheurs qui s'intéressent encore aujourd'hui, hein, à la veille, disons, du prochain siècle, à l'une des plus grandes mutations de l'histoire du monde, initiée à la Renaissance, dont nous portons et ressentons encore les profondes cicatrices et séquelles. Il faut toujours dire d'abord que tout regard rétrospectif jeté sur l'histoire traumatisante de la colonisation de l'Amérique soulève inévitablement un certain nombre d'interrogations. Les rapports, les études, les enquêtes y relatives s'inscrivent trop souvent dans une perspective historique biaisée, eurocentrique ou ethnocentrique qui ne laisse à la postérité qu'une version assez édulcorée, sinon nettement fallacieuse. Des questions majeures que les débats suscitent, on ne peut omettre que celle de l'origine du peuplement de l'Amérique, les premiers visiteurs et habitants de cette partie du monde. Sont-ils vraiment venus d'Asie? Les Amérindiens auraient-ils été des Asiatiques dont la peau exposée aux rayons d'un soleil ardent aurait subi une profonde modification? A-t-il aussi existé une bande de terre reliant l'Amérique à l'Asie par le détroit de Bering? Autre question, l'Amérique centrale et les Caraïbes seraient-elles des vestiges d'Atlantide, un continent englouti à la suite d'un cataclysme et dont Platon a cru à l'existence? La Sibérie a-t-elle été la plus grande porte ouverte sur l'Amérique en matière d'immigration? Eh bien, je vous invite à suivre encore les nouveaux épisodes qui seront joués ici et surtout, nous allons la prochaine fois nous concentrer sur le peuplement de l'Amérique. Alors, merci de nous avoir écoutés. Ici, Franz-Antoine Lecomte pour Culture, Mémoire et Société. Merci. Au revoir.